Alain Escada m'a chargé de traiter ce sujet qui finalement s'avère plus compliqué qu'il ne paraît au premier coup d'œil. Afin que vous compreniez pourquoi j'ai été choisi pour ce pinceau, je vais me permettre de me présenter à ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, et vous êtes certainement nombreux. Double national, franco-suisse, j'ai créé mon premier mouvement politique anticommuniste en Suisse en juin 1972, quelques mois avant la création du Front National. Par la suite, j'ai bien sûr adhéré au Front National en 1990 et j'y suis resté jusqu'en 2012 quand Marine Le Pen m'en a exclu. J'ai ainsi été conseiller régional FN pour près d'un quart de siècle. Ça compte. J'ai aussi été conseiller municipal dans la petite ville de Gex pour une mandature. J'ai participé comme candidat du Front National à quasiment toutes les élections, les municipales, les cantonales, les régionales, les législatives, une fois les sénatoriales, les européennes, seule la présidentielle. Quand Marine Le Pen s'est fait élire président du Front, j'ai aussitôt démissionné, ce qui m'a valu d'être exclu du Front, comme les 12 autres membres de mon bureau départemental. Bruno Gollnisch, de même, m'a exclu du groupe Front National des élus au Conseil régional Rhône-Alpes, où j'ai pourtant continué à siéger aux côtés de mon camarade Alexandre Gabriac, lui aussi victime des purges marinistes. J'en viens au sujet et j'aimerais vous donner quelques indications sur notre opposition à la démocratie qui fait de nous des antidémocrates. Je pense que nous sommes un certain nombre dans cette salle à avoir un certain nombre de doutes au sujet de la démocratie. C'est un euphémisme. Mais que faut-il entendre par antidémocrate? Il me semble qu'il s'agit avant tout de dénoncer comme Talmont la démocratie totalitaire. Le mythe de la démocratie repose sur l'idée de la souveraineté populaire, mais aussi sur cette idée fausse selon laquelle la somme des volontés individuelles serait les seuls éléments de la volonté commune. Nous sommes, bien évidemment, à l'opposé de la notion du bien commun, si chère à saint Thomas d'Aquin. Je ne vais pas remonter aux origines historiques lointaines de la démocratie, comme la Grèce par exemple, car le temps m'est compté et je ne pourrais pas le faire de manière sérieuse. Je me bornerai donc à remonter à la Révolution française de 1789. Contrairement aux idées reçues, celle-ci ne découle pas de la volonté populaire, mais bien des bourgeois qui souhaitaient se libérer des restrictions que l'Ancien Régime mettait à leurs appétits. C'est de là qu'est née la plutocratie, qui a entraîné la révolution industrielle au XIXe siècle et par conséquent la pauvreté, contre laquelle l'Église allait proposer sa doctrine sociale. Preuve de cette prise du pouvoir par la bourgeoisie, la Constitution de 1791 restreint le droit de vote aux seuls possédants. Louis de Bonald conteste l'affirmation selon laquelle la souveraineté résiderait dans le peuple. Et il indique que le peuple ne peut être souverain, car où seraient alors les sujets quand le peuple est souverain? La Tour du Pin et Albert Demain vont créer des cercles destinés à être chapeautés par le roi, alors que la démocratie capitaliste va s'instaurer contre les ouvriers et les légitimistes. Cela explique l'appel à la contre-révolution. Je suis obligé de simplifier à l'extrême ce balayage historique destiné à montrer les origines de notre opposition à la démocratie, mais je ne peux que vous inciter à lire ou relire ceux qui ont été à la pointe du combat contre la plutocratie et son installation. Chateaubriand d'abord. Selon lui, le principe aristocrate est la liberté, alors que le principe démocrate est l'égalité. Donoso Cortés, ce remarquable espagnol siégeant au Cortés espagnol, pessimiste mais si lucide quant au danger de la démocratie,
On l'a comparé au prophète Jérémie. Louis de Bonald, que j'ai déjà cité, et qui considère que la démocratie oscille entre l'anarchie et le totalitarisme. Il oppose ainsi la liberté abstraite du libéralisme aux libertés concrètes assurées par les corps intermédiaires qui malheureusement ont été supprimés par la Révolution. Il y a aussi bien sûr Joseph de Maistre, puis la Tour du Pin, Louis Vuillot et quelques autres. Et nous arrivons bien sûr enfin à Charles Maurras, qui a su cristalliser et synthétiser cette critique de la démocratie qu'il dit soumise à l'argent. Je le cite: « La démocratie n'est qu'un mensonge, qu'un mot vénéneux représenté par un système contre nature. » Fin de citation. Maurras n'est pas opposé à l'élection en elle-même, mais il conteste l'objet sur lequel elle porte. Ainsi, Charles Maurras passe d'une critique du concept général de la démocratie à la critique de la République, qui constitue le cas particulier français. Puis à la critique du parlementarisme, en relevant son instabilité, son absence d'esprit national, le règne de l'argent, la centralisation, la bureaucratie et l'étatisme. Maurras mentionne certes des exceptions. Il parle des États-Unis et de la Suisse déjà. Exemple que je connais bien puisque j'en ai la citoyenneté. Et j'aimerais juste montrer la différence entre le système de la démocratie en Suisse et en France. En Suisse, la démocratie est plus directe. En France, elle est vraiment très indirecte. En Suisse, le peuple a toujours le dernier mot et il peut se prononcer sur le bien fondé de n'importe quelle loi. On a vu par exemple l'exemple français où le traité européen, refusé par les citoyens français, a finalement été fait accepter par le Congrès au forceps. En Suisse, c'est exactement le contraire. C'est des citoyens qui ont décidé de porter une initiative constitutionnelle pour interdire la construction de minarets en Suisse. Tous les bien-pensants ont dit que c'était abominable, que c'était inadmissible, etc. Mais le peuple suisse a voté à 2/3 l'acceptation de cette loi. Et dorénavant, en Suisse, il est interdit de construire des minarets. C'est donc... Il faut donc pouvoir avoir un avis relativement pondéré sur la démocratie. Il y a la démocratie très mauvaise et il y a la démocratie moins mauvaise. La Suisse en est donc un exemple. Maurras critique aussi donc, tous les partis, que ce soit le parti libéral, que ce soit le parti radical, que ce soit le parti socialiste ou même déjà à l'époque le parti communiste. Et il leur trouve à tous un point commun, c'est qu'ils s'opposent tous au catholicisme. Là, je ne résiste pas à la tentation de vous lire un article de Gustave Thibon, ce philosophe catholique, qui écrivait un article très intéressant sur Charles Maurras dans Images de Charles Maurras. Je le cite. « Quant au maurassisme, ce n'est pas un système fermé, ce n'est pas même un système, mais un réseau infiniment souple de coordonnées, élaboré par les lumières de la raison, appliquées aux données de l'expérience, que Maurras nous propose pour orienter notre pensée et notre action vers la survie et l'épanouissement de la plante humaine. Cette plante ne réalisera jamais ici-bas la perfection de son type idéal, elle ne se développera pas à l'infini, aucun peuplier n'est monté jusqu'au ciel, disait Dainville. C'est déjà beaucoup de lui donner un sol favorable, de l'arroser, de la protéger contre les parasites qu'elle porte en elle. Maurras fait la part du contingent et de l'imprévisible. Il sait que l'avenir est un terrain mouvant. Aussi nous indique-t-il la direction au lieu de nous tracer d'avance le chemin. Il ne nous enferme pas dans un édifice préfabriqué, il nous enseigne l'art de bâtir. » Fin de citation.
Ainsi, nous sommes maintenant plus en mesure de comprendre pourquoi nous sommes ici présents à la fête du pays réel. En effet, l'opposition pays réel, pays légal a d'abord un sens politique qui se place dans la critique de Maurras du fonctionnement de la République jacobine. Le pays réel, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile. Le pays réel a été privé de toute liberté concrète par un pouvoir qui aujourd'hui se mêle de tout, mais qui n'assure même plus ses fonctions régaliennes. Je vous cite ici Stéphane Blanchonnet, qui le dit « L'opposition pays réel, pays légal a d'abord un sens politique. Elle prend place dans la critique d'ensemble adressée par Maurras au fonctionnement de la République jacobine. Le pays réel s'est vu privé de toute autonomie, dépouillé de toute liberté concrète par un pouvoir centralisé s'occupant de tout. Nous n'avons point d'État, nous avons des administrations. Mais cette opposition peut être comprise à un niveau plus profond. Le pays réel, c'est alors la France historique, la France millénaire, forgée par les rois, le catholicisme, l'héritage gallo-romain et grec. Il s'agit d'un peuple avec sa langue, sa sensibilité, ses mœurs, sa manière de manger, de vivre, d'aimer. Le pays réel, le pays légal, c'est alors le régime républicain lui-même, avec sa philosophie universaliste, abstraite, désincarnée, héritée des Lumières. J'aimerais dire quelques mots au sujet de la démocratie chrétienne. Je retrouve les notes. Voilà. Donc cette notion de démocratie chrétienne repose sur une ambiguïté. En effet, quand le pape Léon XIII parle de démocratie chrétienne, il désigne un mouvement social chrétien et qui est excellent. Le choix du terme, par contre, n'est pas heureux, car Marc Sangnier et le Sillon, ainsi que ses successeurs, s'empressent de détourner son sens pour passer du mouvement social chrétien à un mouvement politique, dans lequel on va commencer à instiller, à incorporer petit à petit un moralisme. Ainsi, de Marc Sangnier, on passe à Maritain. En tout cas, Maritain, dans la deuxième partie de sa vie, qui est à mon sens la moins bonne, évidemment, c'est celle du paysan de la Garonne, c'est celle d'humanisme intégral, etc. Et de là, on passe à l'humanisme et à l'humanitarisme, pour finalement arriver au droit de l'homisme et au politiquement correct que nous subissons malheureusement aujourd'hui. C'est un pur produit de ce détournement de la notion de démocratie chrétienne. On voit bien que cela n'a strictement rien à voir avec ce que défendaient Albert de Mun et Latour du Pin, c'est-à-dire le catholicisme social. Je referme ainsi la parenthèse sur la démocratie chrétienne. Ainsi, la boucle est bouclée. Nous pouvons conclure à ce stade que nous sommes bien, dans cette salle, me semble-t-il, antidémocrates, anti-républicains, anti-parlementaires et donc anti-système. Le système, c'est le pays légal. Nous sommes le pays réel. Cette constatation faite, nous pouvons passer au deuxième volet de cette dissertation, c'est-à-dire la politique. La question primordiale consiste à nous demander si notre opposition au système et à ses institutions politiques mauvaises nous condamne à ne pas participer à celle-ci et à nous cantonner à un rôle de critique extérieure. C'est ce que certains objectent aux partis européens, populistes, etc., qui sont opposés à l'Europe de Bruxelles. Et ces gens-là voudraient que les partis populistes ne participent pas aux élections européennes. Ainsi, il n'y aurait au Parlement européen que des députés convaincus du bien et des bien fondés de cette institution.
En bref, si nous nous cantonnons à rester en dehors du système, à ne pas participer aux élections, eh bien cela revient à nous laver les mains, à nous retirer sur notre Aventin, à nous enfermer dans notre tour d'ivoire pour borner notre action à une critique stérile. Notre action se limiterait ainsi à discuter avec véhémence, force d'arguments, en tête-à-tête avec un ami dans un salon feutré, de tout le mal que nous pensons du système actuel, d'une disposition législative néfaste, de tel homme politique plutôt stupide, etc. Comme nous en connaissons de ces râleurs impénitents qui ne font rien pour mieux laisser le champ libre à nos adversaires. Ils agissent ainsi, certainement par paresse, mais aussi et surtout par lâcheté. Car nombreux parmi ceux qui sont dans cette salle savent ce qu'il en coûte de s'engager publiquement dans ce combat pour le pays réel contre le pays légal, c'est-à-dire le système. On s'expose à prendre des coups, et souvent plus qu'à son tour. On est méprisé par les représentants du pays légal, et souvent même poursuivi par les institutions répressives mises en place par le système. Et il nous faudrait donc défendre la politique de la chaise vide pour éviter de prendre des coups? Ce serait une grave erreur, car la politique de la chaise vide est toujours mauvaise. Elle laisse le champ libre, entièrement libre, aux adversaires du pays réel. Ma modeste expérience politique, en un quart de siècle de mandat comme conseiller régional au Conseil régional de Rhône-Alpes, m'oblige à refuser catégoriquement cette solution de facilité et de lâcheté. Certes, en tant que conseiller régional d'opposition, il ne nous a guère été possible de changer le cours des choses. Mais cela a empêché nos adversaires de faire pire que ce qu'ils font. En dénonçant les saupoudrages de subventions accordés à leurs copains, nous les obligeons à se montrer moins gourmands. J'ai à ce sujet de nombreux exemples, je pourrais vous en citer à foison. Je pense en particulier à ce maire de Montélimar qui avait une fille qui faisait des études universitaires à Philadelphie et qui, pour pouvoir y aller sans avoir besoin de payer son billet d'avion pour la trouver, eh bien il a trouvé rien de mieux que de créer un partenariat entre la région Rhône-Alpes et la Pennsylvanie, dont Philadelphie est la capitale. Cela lui permettait d'aller aux frais de la princesse 2 fois par année trouver sa fille. Ou le conseiller régional écologiste qui avait une copine qui travaillait dans des organisations, des ONG humanitaires au Burkina Faso. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on crée un partenariat entre la région Rhône-Alpes et le Burkina Faso, ce qui permettait à notre écologiste de voyager en avion, bien sûr, pour aller trouver sa petite amie. J'ai plein d'autres exemples. Un voyage au Laos auquel j'ai participé et où tous ces braves gens voulaient faire une photo dans la salle VIP devant le monument à Ho Chi Minh. Et je leur ai dit, mais rendez-vous compte que ce type a tué des Français, que vous êtes Français et vous voulez vous faire photographier là-devant? C'est une façon de mettre un petit peu le doigt là où ça fait mal. Je cite, parce que le temps m'est compté, malheureusement, je suis obligé d'accélérer, un autre aspect qui peut être très utile également, c'est que dans le contexte actuel, si on n'est pas élu du système, on n'existe pas. On n'est rien selon la République. Par conséquent, les portes des médias nous sont fermées. Or, dès que l'on est élu, leur système nous fait roi et ils sont obligés de nous accorder un traitement minimal, fixé même par la loi. Alors pourquoi ne pas profiter de ces tribunes qui nous sont offertes et qui nous permettent de défendre et diffuser nos idées? Vous l'avez tous bien compris. Je vous encourage tous à quitter votre zone de confort et à rentrer dans l'arène politique
pour défendre activement notre cher pays réel. La critique est facile, mais l'art est difficile, certes, mais il en vaut la peine, c'est même un devoir. En conclusion, je voudrais citer cette phrase, certes pessimiste, de l'auteur que j'avais évoqué tout à l'heure, Donoso Cortés. Je le cite. « Que l'on ne dise pas que, si elle est perdue d'avance, la lutte est inutile, car en premier lieu, la lutte peut retarder la catastrophe, et en second lieu, elle correspond à un devoir et non à une spéculation pour ceux de nous qui se piquent de catholicisme. » Fin de citation. Ainsi, c'est parce que nous sommes antidémocrates que nous devons nous engager en politique. Je vous remercie.